Super, on y va. Bonjour à tous. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Amandine Roy. Et cette vidéo a pour vocation à me servir de CV. Pour éviter qu'elle soit trop longue, j'ai dû me contenter de 10 événements, me restreindre à 10 événements. Du coup, la liste est loin d'être exhaustive. On y va. Nous sommes donc le 27 avril 2021 et cette vidéo est mon CV. Premier événement, l'attaque terroriste sur une centrale nucléaire en juin 2017. Vous lisez bien ce dont je parle. Le 22 mai 2017 a eu lieu à Manchester l'attentat visant un concert d'une chanteuse pour ados, Ariana Grande, donc de très jeunes spectateurs. J'ai trouvé ça totalement écœurant de s'en prendre à des jeunes spectateurs. Et j'ai énormément culpabilisé parce que quelques temps avant, j'avais fait un atelier où j'avais fait travailler sur un événement futur. Donc j'avais les éléments de base, sauf que je ne les ai jamais creusés, ni développés, ni transmis. Suite à cet événement-là, j'ai décidé de dorénavant communiquer les informations pour au moins aider à déjouer les attentats programmés. Peu de jours ont passé avant que ce soit très nécessaire. Début juin, j'ai passé une très sale nuit à revivre en boucle une explosion nucléaire majeure suite à un attentat avec les victimes immédiates, les victimes secondaires et toutes les conséquences environnementales directes et indirectes via les eaux contaminées, impactant entre autres toute la plaine fertile agricole francilienne. Toute la nuit, hein, ok? Donc je sais ce que j'ai vu. En boucle, toute la nuit. Donc le lendemain, j'ai pris mon courage à deux mains, hein, parce que écrire au ministre de l'Intérieur pour lui expliquer qu'on a mal dormi, c'est pas super comme introduction. Mais je l'ai fait en signalant bien l'urgence, parce qu'en médiumnité, déjà quand on est averti, c'est un avertissement. Mais pour qu'on me fasse passer une aussi sale nuit à tout me faire revivre en boucle, ça prouvait non seulement qu'il y avait un avertissement à prendre au sérieux, mais surtout le caractère très urgent de cet avertissement. J'ai donc envoyé ce message sur le site officiel du ministère de l'Intérieur qui renvoie en accusé-réception le copier-coller de votre texte, en plus donc de l'accusé-réception en lui-même. Par des indiscrétions, j'ai appris que de mauvaise grâce, des vérifications avaient été faites, qu'il s'agissait d'un fourgon, retenez bien le véhicule, un fourgon rempli de 14 bouteilles de gaz, que tout était prêt à être utilisé, prêt à être lancé sur les installations puisqu'il était garé juste à côté, et qu'il avait été estimé, que ça s'était joué au final à 3 ou 4 heures près. Retenez bien ces informations et comparez avec la suite. Quelle ne fut pas ma surprise, plus d'une semaine plus tard, d'apprendre qu'un véhicule de type 406 avait été trouvé rempli de 14 bouteilles de gaz. Donc déjà, j'aimerais bien qu'on m'explique comment on réussit à en foutre 14 dans une 406. En plus recouvert par une simple bâche, bonjour la discrétion, sans système d'allumage, parce que bien sûr, quand vous réunissez 14 bouteilles de gaz pour commettre un attentat, vous évitez de prévoir le système d'allumage. Le tout à proximité d'une installation Céveso chimique, pas nucléaire, où, semble-t-il, il y en avait 2 autres à proximité, le tout dans la zone de Lyon, donc dans la zone territoriale du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui connaît parfaitement sa région, vu son âge depuis le temps qu'il la dirigeait, avant d'être ministre de l'Intérieur de Macron. Avec
plus d'une semaine de décalage, le temps d'organiser cette mascarade fictive. Sachant qu'en plus tard, a été pratiquée de manière totalement illégale à distance une intervention sur mon ordinateur pour supprimer la preuve du message que j'avais envoyé. Et ce n'est pas la seule preuve qui a été supprimée en totale illégalité à distance par les services de l'État. Je n'ai pas le temps de développer ce point-là aujourd'hui dans mon CV vidéo, mais de ce côté-là, j'ai même une carte de visite. Et je précise que j'ai toujours l'ordinateur parce qu'évidemment je l'ai gardé. Hein, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a encore personne qui a obligé Gérard Collomb, qui s'est fait à ce point eu par Macron depuis, à dire la vérité? C'était l'événement numéro 1. On passe au deuxième. L'attentat proche de la DGSI avec les ricanements continus de Dominique Rizet. Août 2017. Donc ces informations-là font partie de celles qui ont été supprimées de mon ordinateur à distance tel que je vous l'ai expliqué, sur l'ordinateur que j'ai toujours, en enlevant non pas l'accusé réception en totalité de ma boîte Gmail, mais le contenu de l'accusé réception, donc le texte avec les informations que j'ai envoyées pour que je ne puisse pas m'en prévaloir. D'ailleurs, je précise que le site du ministère de l'Intérieur, contrairement à d'autres que j'ai vérifiés qui eux sont toujours sur le même modèle, je précise que nous sommes le 27 avril 2021, donc au cas où il changerait du fait que je fasse cette vidéo, si vous voulez vérifier, c'est maintenant. Mais j'ai vérifié à l'époque où j'ai constaté que ça avait été effacé de mon ordinateur en toute illégalité à distance, que seul le site du ministère de l'Intérieur avait modifié son process pour que le texte ne soit pas dans les accusés de réception, ce qui prouve bien que c'est en lien avec moi. Alors, sauf erreur de ma part, il me semble que c'était en juin, puisqu'ils m'ont illégalement privé de la possibilité de vous confirmer de manière complètement certaine la date de l'envoi de ce message. Dans ce message, il y a surtout deux choses à retenir. J'avais alerté sur un attentat à proximité directe de Paris, mais pas sur Paris. Vraiment, mais en bordure de Paris, mais pas Paris. J'ignorais à ce moment-là où se situait la DGSI. Ce qui importait le plus dans cet attentat, c'était l'humiliation de la France, de tout ce qui la représente, des forces qui la représentent. Bien sûr, de son autorité, vous aurez compris. C'est un argument qui revenait beaucoup dans ce message-là. J'avais aussi parlé du bâtiment, j'avais précisé que ce n'était pas à très court terme, mais que le plus rageant, c'était l'incapacité technique à serrer les auteurs qui se contenteraient de repartir en bagnole sans être inquiétés. Qu'il fallait faire se relier les différents systèmes de vidéosurveillance, qu'il suffisait de ça pour les serrer. Au moment où j'ai dû donner ces informations, j'étais assez embarrassée parce qu'il me semblait tellement évident que c'était quelque chose qui était déjà effectif que je me sentais bête de devoir le préciser dans des informations réceptionnées en médiumnité. Or, après coup, j'ai eu confirmation que de manière plus que surprenante, en effet, à cette époque, ce n'était toujours pas le cas, la faute à des égos connement situés, et qu'alors que depuis plusieurs années en vain, cela était demandé, juste après mon message, il y a des plumes qui ont volé, la coordination des systèmes a été planifiée et débutée à tel point que cela faisait tout juste une semaine que le système entier était opérationnel au moment où les faits ont eu lieu. Vous avez bien entendu. Le 9 août 2017, un attentat à la voiture bélier a eu lieu contre des militaires sur la commune de Levallois-Perret à une très grande proximité des nouveaux locaux de la DGSI dont j'ignorais jusque-là
qu'il fut à cet endroit. On peut difficilement faire plus représentation de l'autorité de la France. Donc 6 militaires ont été fauchés par un véhicule BMW série 2 Active Tourer. C'est précis puisque toutes les caméras fonctionnaient. S'en sont suivis plusieurs heures de jeux de dupes dans lesquels l'homme ayant perpétré cet attentat, qui n'était pas seul dans l'absolu mais seul dans la bagnole, croyait se barrer tranquille. Pendant que les différents services se relayaient, se coordonnaient, se rejoignaient pour faire une démonstration de force des services efficaces de la France, pour finir par le choper sur la 16 dans des circonstances presque rocambolesques, dignes d'un film d'action. Pendant ce temps, sur BFM, Dominique Rizet n'a cessé de ricaner pour se foutre de ma gueule. Car il n'était à aucun moment question de moi, ni des informations précises que j'avais données, ni de l'impulsion de mon message suite à laquelle, enfin, les systèmes avaient été coordonnés. Pendant que moi, je me contentais de tout subir dans une situation de grande précarité, tout ce que j'ai eu comme remerciement, c'est une journée entière d'humiliation, ponctuée par les ricanements inarrêtables de Dominique Rizet. 9 août 2017. Pourquoi celui-là, depuis, personne ne l'a obligé à dire la vérité? Sur la quantité de journalistes qu'il y a en France, dont certains se sont beaucoup laissés abreuver, sans prendre la peine de vérifier, par les bobards de mes agresseurs, toujours pas inquiétés. Je continue. Enlèvement, début de viol et assassinat de Maëlys. Oui, j'affirme et je confirme. Le 27 août 2010, disparaissait Maëlys, donc à l'occasion du mariage, enlevée et tuée par Nordal Lelandais après un début de viol. Au moment où il y a eu l'alerte enlèvement, je savais déjà que c'était trop tard. D'ailleurs, ça a été confirmé ensuite. Du coup, pour les deux raisons que je vais vous citer, je n'ai pas réagi. Premièrement, étant donné que leur enfant était déjà décédé, la seule chose qui restait à ses parents désespérés, c'était justement leur espoir. Moi, en tueuse d'espoir de parents déjà endeuillés qui ne savent pas encore qu'ils sont en deuil, non merci. Deuxième raison, ça a fait un tel foin médiatique immédiat que sur la quantité d'enquêteurs mobilisés, que sur la quantité de personnes professionnelles ou amateurs de mon métier qui allaient se sentir obligés de participer, normalement, il n'y avait pas besoin de moi. Un mois plus tard, toujours rien. Entre-temps, la petite était venue à plusieurs reprises, 3 fois je crois. À chaque fois, elle me faisait une tête de plus en plus fâchée. Elle est très déterminée, très déterminée. Elle voulait que moi je transmette. À cette époque-là, lourdement victime moi-même, j'avais plus d'électricité. C'était presque la fin du jour. J'avais quasiment plus de batterie sur mon téléphone pour envoyer par mail le peu que je pouvais. Parce que l'interview de sa maman m'avait fortement impactée. Mais dans le contexte difficile qui était le mien à l'époque, j'étais extrêmement frustrée du peu d'informations que j'ai réussi à réunir dans ces circonstances pour les transmettre. Et d'autant plus frustrée qu'il m'a été précisé juste après que c'est tout ce que j'aurais le droit de donner pour aider pour Maëlys. Donc m'enquiquiner pendant un mois entier pour n'avoir rien le droit de donner d'autre, c'était quand même très rageant. Et puis toujours rien. Et puis encore, toujours rien. Jusqu'au jour où, surprise, j'ai eu le droit d'envoyer un deuxième message.
Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la médiumnité, surtout sur des sujets aussi sensibles, je précise que la médium ou le médium est un relais, mais n'est pas à l'origine des informations. Donc si j'ai pas d'informations à donner, j'ai juste rien à donner. Et sur ce genre de dossier sensible, je peux vous assurer que c'est très précis ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit. Donc j'ai été très étonnée d'avoir enfin droit à un deuxième message, d'autant plus que ça m'avait été affirmé de manière très péremptoire que j'avais plus le droit à rien pour aider Maëlys. Sauf que le deuxième message auquel j'ai eu le droit n'a pas aidé directement Maëlys, mais a aidé à retrouver une victime précédente, parce que c'est suite à ce deuxième message qu'ils ont retrouvé le crâne du caporal noyé. Elle n'est pas que déterminée, Maëlys. Elle a été bien éduquée et elle a des principes, elle a des valeurs. J'ai compris après coup qu'il n'était pas envisageable pour elle d'être retrouvée avant que lui soit identifié comme étant une victime de Lelandais. Il a été victime avant elle. Il n'était pas concevable pour elle qu'il soit retrouvé après elle. Comment je suis certaine que c'est mon message qui a aidé à retrouver le crâne du caporal noyé? Je ne doute pas que vous vous posiez la question. Eh bien, c'est à cause du Jean-Christophe Varret. Même lui, le référent de la libraire, toujours pas incarcéré, toujours en relation avec elle, qui a si activement détruit ma vie, faussé les procédures, intimidé les témoins, la liste n'est pas exhaustive, celle-là non plus. Lui, dans ce qui était encore son établissement, place du ralliement, qui s'appelait à l'époque le duplex, est venu au-devant de moi pour me féliciter quand le crâne a été retrouvé. Lui. Même lui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne pour lui demander de le confirmer? Encore. Nous passons à l'événement suivant. La brusque flambée autour de la 5G, seulement quelques heures après mon émission. Et nous sommes arrivés à décembre 2018. Donc c'était encore les débuts de mon émission, puisque j'ai commencé les tout premiers numéros en août 2018, sauf erreur. Et je n'osais pas encore aborder les sujets liés à de la haute technologie, parce que déjà que la médium, elle se permettait de parler politique et antiterrorisme. Vous comprenez bien qu'en rajoutant la haute technologie, j'allais en énerver certains. Mais l'absence quasi totale et plus que superflue lorsqu'existante des quelques rares sujets à la télé sur la 5G était tellement navrante et insuffisante au vu des enjeux, entre autres géopolitiques, qu'avec beaucoup d'appréhension, j'ai accepté de traiter moi-même le sujet. Avec les détails supplémentaires non divulgués que seule une médium peut vous cafeter, entre autres, là aussi, la récupération industrieuse, et je fais exprès d'utiliser cet adjectif, c'est pas la peine de m'enquiquiner, je m'en suis déjà expliqué, je maintiens cet adjectif industrieuse de tout notre data, nous rendant dépendants totalement à la merci de la Chine et de son parti unique à travers le constructeur de matériel de réseau Huawei. Apparemment, il y en a qui ont commencé à vraiment piger les enjeux seulement après mon émission, vu la rapidité avec laquelle c'est remonté jusqu'à l'Élysée. Seule déduction possible de ce qui a suivi, vu la rapidité avec laquelle Trump s'est dégoté une procédure légale pour exiger au nom des États-Unis que la fille du fondateur de Huawei soit arrêtée au Canada. C'était le 1er décembre 2018.
Elle y est restée arrêtée pendant 2 ans. Les Canadiens ont seulement tenu tête à Trump sur l'extradition aux États-Unis. Elle est restée arrêtée au Canada. 2 ans. À cette période, j'étais déjà très vérifiée par des témoins angevins qui, à leur grande surprise, ont été directement témoins de ce coup de tonnerre international dans les heures qui ont suivi mon émission, ma toute première émission sur la 5G. Il y en a eu d'autres depuis. L'un d'entre eux, que je reconnais toujours à sa voix grave, est le grand serveur du resto italien d'en face, que j'ai personnellement entendu témoigner de cet épisode à au moins 2 reprises, en identifiant sa voix. Donc si vous voulez vérifier ce que je suis en train de dire, vous n'avez qu'à aller lui demander. J'ajoute un constat plus récent. J'ajoute un autre constat, à savoir celui que Trump, quoi qu'on en pense du personnage, lui a pris la peine de protéger son pays. Alors que Macron a carrément vendu la France à Huawei, en installant Huawei en France, lui-même, contre j'aimerais bien savoir quoi. Voilà. Nous sommes, à cause de lui personnellement, totalement à la merci de la Chine pour toute notre population et notre matériel stratégique. Parce qu'il n'y a pas que le data de la population, il y a tout le matériel stratégique de la France, ok? Tout le matériel stratégique de la France, que soi-disant ils ont protégé. Donc nous sommes à leur merci pour au moins 40 ans, pour un type dont la seule réussite est de nous avoir empêchés jusqu'à présent de le chasser. Sa gueule à lui contre 40 ans à être à leur merci. Exactement ce que j'essayais d'éviter. C'est la différence entre moi et lui. Événement suivant. Presque 1 tonne d'armes, dont des armes de guerre, saisies 1 an après l'attentat de Trèbes. Mars 2019. Le 23 mars 2018 a eu lieu l'attentat de Trèbes qui a vu le décès héroïque du lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame. À ce moment-là, j'étais plus qu'en colère, car cet attentat était très évitable. J'avais lourdement insisté, en vain cette fois, une fois n'est pas coutume, pour le nettoyage urgent de la région de Toulouse. Vu à quel point mes émissions sont exploitées, vu ce qui devait déjà forcément avoir été rassemblé comme information par le renseignement territorial, pourquoi rien n'avait encore été fait? En plus, cet attentat a eu lieu pile quand je rédigeais le texte de ma première vidéo de SOS, celle dont mes agresseurs toujours libres et protégés sur Angers se sont servis pour porter plainte contre moi, une plainte toujours en cours, la totale. Bah ouais, parce qu'à Angers, on protège les agresseurs, vous comprenez bien, ok? Donc j'arrêtais pas de pleurer, mais c'était tout en même temps. J'affirme et je confirme, cet attentat était évitable. Le héros Arnaud Beltrame pourrait être encore parmi nous. Alors, quant à l'approche de la date anniversaire, je les ai vus à la téloche en train de rouler des mécaniques, de se la péter, d'exploiter les émotions suscitées par cet événement, qu'ils étaient en devoir et en situation d'éviter avant. Oui, j'ai gueulé. C'était intolérable à regarder. Les regarder se la péter. D'autant plus que toujours rien après
qu'il se soit déjà rendu coupable de n'avoir rien fait avant, avait été fait depuis. Comme par hasard, nous apprenons 15 jours après ma gueulante qu'une semaine plus tôt, donc une semaine après ma gueulante, juste le temps de s'organiser quand vous avez déjà tout qui est prêt, concrètement, une opération avait été mise en œuvre, avec sur 3 lieux différents, une saisie totale de presque 1 tonne d'armes, donc des armes de guerre. Une telle réussite qui aurait pu être faite depuis longtemps, tellement une réussite que même le Darmanin, son Macron, il a rappliqué pour se faire filmer et photographier. Alors qu'il n'était même pas le ministre de l'Intérieur, seulement le sbire personnel à Macron. Les professionnels du renseignement sur place avaient, de toute évidence, fait le boulot depuis longtemps, et pourtant rien, malgré mon insistance, et avant même l'attentat de Trèbes, et même cet attentat, n'a pas donné idée à ces ronds cuirs de prendre la peine de finaliser le dossier et d'intervenir. La prise de renseignement pour la prise de renseignement, qui ne sert qu'à de la prise de renseignement, c'est stérile. Le but, c'est d'intervenir. Malgré le travail des services de renseignement, tant que moi, je ne gueule pas, cet exécutif ne bouge pas. Je suis pas à l'Élysée, moi. Il continue de faire comme si j'existais pas, alors qu'il suffit de regarder la chronologie des faits. Alors, le Gérald, c'est quand tu dis merci au lieu de persister à me pourrir la vie pour l'interrogation. Événement suivant. Découverte du corps de Steve Maya Canisso le 29 juillet 2019. Rappel, les faits ayant abouti à sa chute ont eu lieu à l'occasion de la fête de la musique, donc du 21 juin 2019 à Nantes, suite à une charge de la police. J'avais détaillé dans l'émission. 1 mois après, toujours rien. Le cas de Steve Canisso a été le sujet du second numéro de l'émission Enquête médiumnique. Émission que j'ai dû cesser faute, entre autres, un trop grand cumul de travail. Je la faisais le samedi. Avec pour celle-ci, plus particulièrement, comme par hasard, un grand nombre de problèmes techniques que j'ai expliqué dans l'émission Médiumisation numéro 231. Alors que pendant 1 mois, le matériel leur avait été systématiquement refusé à plusieurs reprises en termes de demandes administratives. Seulement quelques heures après mon émission, leur est accordé, programmé, acté, l'envoi d'un Zodiac avec sonar. Pendant 1 mois, que dalle, dans les heures qui suivent mon émission, c'est fait. Ça s'appelle la chronologie des faits. Donc, pendant cette émission, je vais aussi alerter sur la sous-estimation de l'inflammabilité de la situation. Comme par hasard, beaucoup de hasards cumulés, parce que bon, comme vous arrivez à une telle quantité de hasards cumulés, il y a un moment donné, il faut arrêter d'être bête. Étonnamment, grâce au Zodiac avec sonar, ils ont trouvé Steve dans un contexte en termes de lieu et de retenue de ce qui restait de son corps après plus d'1 mois, qui correspondait à ce que moi j'avais décrit dans le 2e numéro d'Enquête médiumnique. Les faits sont têtus. Événement suivant. Elisabetta, 17 mois, qui a bénéficié d'une alerte enlèvement août 2019.
Les quelques numéros que j'ai faits de cette émission ont tous été lourds à assumer tellement ils étaient impliquants. Ça a été encore pire pour le 5e numéro consacré à Elisabetta. Habituellement, dès le vendredi soir, je commençais à réceptionner des informations sur la victime à qui j'allais devoir consacrer l'émission du lendemain. Là, rien. Le samedi entier est passé. Rien. Le dimanche entier est passé. Rien. C'est seulement le lundi tôt, lorsqu'a retenti le son de l'alerte enlèvement, que j'ai compris pourquoi j'avais rien eu de tout le week-end et pourquoi c'était à ce moment-là qu'il fallait que je fasse l'émission, parce que comme j'en faisais une le samedi, cela aura fait une semaine de perdu si j'avais traité quelqu'un d'autre et attendu le samedi suivant. J'ai donc fait le 5e numéro d'enquête médiumnique, pile le lundi où il y a eu l'alerte enlèvement pour la petite Elisabetta. Comment me dire plus clairement que l'émission devait lui être consacrée? Alors, le cas était très simple, mais il allait être nécessaire d'agir très vite et avec force. Ce n'était pas l'amour parental que l'on me montrait, elle était comme un objet dont ils se sentaient propriétaires et qu'ils avaient pour projet d'utiliser. Vous avez bien entendu le verbe utiliser. Le week-end que j'ai passé sans pouvoir faire l'émission jusqu'à l'alerte enlèvement prouvait l'importance d'un suivi rapide, donc d'un changement de pays rapide. La petite a été retrouvée en Roumanie le 30 août, ses parents arrêtés et incarcérés. Et vu comment ça se passe pour les petites filles en Roumanie, oui, ça urgeait. Et je serais étonnée que les policiers roumains aient été doux avec les parents de la petite Elisabetta. Elle était vraiment en danger. Étant donné la proximité avec l'alerte enlèvement dont a bénéficié Mia, je rajoute une précision. Avec le contexte que je viens de vous expliquer concernant l'émission que je devais lui consacrer, avec 3 jours sans rien jusqu'à ce qu'il y ait l'alerte enlèvement et que je comprenne que je devais lui consacrer l'émission, je vous invite à comparer avec la situation de complément inverse qui s'est passée pour Mia. Lorsqu'il y a eu l'alerte enlèvement de la petite Mia, évidemment, je me suis fortement inquiétée, je me suis demandé immédiatement si je devais participer. J'ai compris la leçon, maintenant je me pose la question systématiquement. Et que dalle. On m'a bien fait comprendre que ce n'était pas mon dossier et que je ne devais pas m'en mêler. Assez rapidement, il a été précisé que c'était sa maman qui mettait en cause la privation de son enfant qui était à l'origine des événements. Et que ce n'était pas un acte criminel comme il peut être fait à d'autres enfants. Donc autant la petite Elisabetta, on m'a fortement obligée par les circonstances à comprendre que je devais m'en occuper. Ça a été l'extrême inverse pour Mia, c'était presque une interdiction. Parce que de toute façon, tout était déjà compris, tout était déjà su, tout était déjà en route. Et je n'avais pas à m'en mêler, ce n'était pas mon dossier. Événement suivant. Attaque terroriste près du London Bridge, qui s'est terminée d'ailleurs juste à côté ou dessus, en novembre 2019. Je rappelle que c'est suite à l'attentat de Manchester, à l'occasion du concert d'Adriana Grande, que j'ai commencé en toute discrétion à communiquer des informations sur le risque attentat
via le site officiel du ministère de l'Intérieur. Donc la veille de cet attentat, dans l'émission Médiumisation numéro 314, je regrettais fortement la solitude de la France sur le théâtre d'opération du Sahel, un délaissement imbécile en plus d'être malhonnête, de la part de pays très concernés par le risque terroriste en insistant sur la Grande-Bretagne. Le lendemain, donc le 29 novembre 2019, journée très chargée pour moi, le temps défilait et je commençais à flipper grave de ne pas avoir le temps de m'occuper correctement, de préparer l'émission. Ce à quoi on me faisait comprendre que je n'avais pas à m'inquiéter. De fait, quand j'ai rallumé la télé, l'attentat avait eu lieu. Moins de 24 heures après mon émission, où j'avertissais avec insistance particulièrement le Royaume-Uni. Mon émission s'appelle Médiumisation exactement pour ce genre de configuration. Bien sûr, le choix du sujet principal chaque jour n'est pas anodin. Si vous me suivez depuis longtemps, vous l'avez forcément remarqué. Comme ce que j'en dis, en plus de la partie médiumnité que j'ai préservée dans cette émission. Je suis médium même quand je ne fais pas exprès. Nous passons à l'avant-dernier événement, l'attentat chimique, cadeau de Noël à Toulouse de décembre 2019. Comme je l'expliquais il y a peu, j'avais décidé de ne plus rien communiquer qui puisse aider à déjouer des attentats, car au-delà des dégâts épargnés et des vies sauvées, au bout du bout, celui à qui ça continuait de bénéficier, c'est Macron encore et encore. Avec tous les dégâts et victimes déjà engendrés par lui dans le pays avant la pandémie, en plus de ce que je subissais moi, ma décision était prise. Basta. Je ne suis pas masochiste. Et je tiens à mon pays et il valait mieux pour nous tous qu'il dégage avant la fin de l'année 2019. La suite m'a cruellement donné raison. Mais en ce mois de décembre 2019, il s'avère que je me suis fait recadrer, remonter les bretelles, parce qu'il y avait urgence, non pas pour arranger Macron, mais par rapport à un risque d'attentat fort et gros sur Toulouse. Et on m'a fait dire ça en plein dans la partie médiumnité de l'émission, dont ils savent très bien que je me suis engagée à respecter l'intégrité et l'intégralité des informations prévues pour cette partie de l'émission, même si elles me déplaisent. Me voilà donc obligée de m'engager à traiter le sujet le lendemain. J'ignorais que ça allait être chimique, je vous confirme que c'était particulièrement immonde. Je vous épargne les détails, je me contenterai de vous dire que c'était très corrosif. Apparemment, ce jour-là, les informations étaient très attendues par les services qui s'en sont servis tout de suite. Je le sais parce que le mercredi 18 décembre 2019, l'A61 a été fermée entre 18h30 et minuit 30 à hauteur de Bram dans l'Aude en direction de Toulouse. Un poids lourd a inopinément perdu le contrôle de sa trajectoire, s'est renversé et a perdu 11 tonnes de batteries usagées. L'acide contenu dans les batteries s'est répandu et a attaqué le bitume. Je vous laisse imaginer ce que ça fait sur des corps humains. Environ 1000 litres d'acide se sont échappés ainsi. La cellule chimique des pompiers de l'Aude a mobilisé ces 2 unités et Toulouse a été sauvée. Vu le nombre de personnes qui ont dû intervenir, pourquoi personne n'a encore parlé? Nous passons au dernier événement qui n'est pas un seul événement,
mais toute une situation qui perdure depuis fin 2019. Vous l'aurez compris, je vais parler de la pandémie. D'abord, un rappel chronologique. Il m'a beaucoup été demandé donc de répéter au cours de l'année 2019 qu'il fallait absolument que nous soyons délestés du Macron avant la fin de cette année 2019, afin que ce ne soit plus lui qui dirige depuis l'Élysée. Et ce, même à seulement quelques jours de l'année 2020, alors qu'il était évident que c'était trop tard pour que cela arrive, on continuait de me le dire. On s'est beaucoup gaussé de moi à cette occasion, et pas joliment, et longtemps. Des milliers de morts surnuméraires plus tard, qu'il était facile d'éviter, qui étaient évitables, qui en rigole encore. Pour la France et les citoyens que nous sommes, il aurait été largement profitable que nous en soyons délestés avant la fin de l'année 2019. La preuve en est faite depuis longtemps, puisque nous sommes en avril 2021. Factuellement, j'ai dit que le coronavirus a commencé à poser problème au cours de l'année 2019 en octobre. Et ça, je l'ai dit il y a longtemps. Depuis seulement quelques mois, c'est reconnu. Certains disent novembre, mais pas tous. D'autres disent octobre. Deuxième point, j'ai dit qu'il y aurait 2 vagues quand ça rigolait très fort sur les plateaux de télé en affirmant que ça n'arriverait pas. Il y a bien eu la 2e vague. J'ai donné la date de cette 2e vague. La 2e vague est arrivée à la date que j'ai donnée. Celle qui ne veut pas exister. J'ai dit qu'il allait y avoir une seconde pandémie après la 2e vague de la première pandémie avec un autre virus. Pendant que ça continuait de ricaner sur les plateaux TV, vous aurez compris. Eh bien, ils ont beau ricaner et dire que non, il y a bien eu une 2e pandémie caractérisée justement par une différence de virus. 5e point, j'ai donné la période du pic de contraction de cette seconde pandémie avec le décalage hospitalier. Nous sommes en plein dedans. La période du pic de contraction de mars jusqu'à mi-avril avec un décalage de 15 jours, 3 semaines pour les services de réa. On est en plein dedans, on est en plein dans les vérifications. Pendant que tous, experts médicaux compris, ricanaient sur les masques, encore plus avec l'été approchant, j'étais à peu près la seule à gueuler dans mon émission. Ouais, là pour le coup, ça valait la peine de gueuler. Depuis, Israël a connu un très inquiétant pic de contamination en août 2020 avec des températures de 40 degrés. Et il y a seulement quelques jours a été reconnu par l'OMS comme principal vecteur de contamination l'aérosolisation du virus, donc par nos postillons. D'où la forte importance du port du masque que certains commencent déjà à essayer de dire que non. Les CON, dont un infectiologue dont je ne citerai pas le nom, mais il faut quand même être particulièrement irresponsable, et j'ai d'autres adjectifs en tête, pour, en tant qu'infectiologue, se prétendre dans l'incompréhension de l'obligation encore du port du masque en extérieur, alors que, rien que pour le virus historique, il avait été calculé et estimé 40% d'asymptomatiques. L'information n'est pas donnée sur les variants. Comme par hasard, elle n'est jamais communiquée sur les variants. Donc, pour le principe de la démonstration, je suis obligée de me contenter de ce qui a été mesuré, à savoir les 40% d'asymptomatiques pour le virus historique. Même quand on ne sait pas qu'on postillonne, on postillonne. Donc, quand vous avez 40% des contaminés qui ne se savent pas contaminants, et qui ne portent pas le masque parce que 2-3 crétins à la téloche continuent de le dire, vous imaginez qu'il faut combien de temps avant que ça s'aggrave à nouveau et qu'on nous refoute le confinement? Je ne vous dis pas son nom, mais moi je l'ai retenu. Il y a eu aussi tout ce que j'ai déjà dit et qui s'est avéré sur les vaccins, les labos, la corruption pharmaceutique des politiques, à commencer par Macron et son bienfaiteur.
À cause de lui, personnellement, nous allons réceptionner 10 millions de doses d'AstraZeneca dont les gens ne veulent pas. Tellement il persiste, lui, personnellement, à nous être nuisible. Quant à la résurgence qui surviendra, vu l'exploitation forte dont je fais l'objet, tant qu'on ne sera pas débarrassé de ces gens-là, je n'en parlerai pas. Plusieurs centaines d'abonnés peuvent attester de mes propos, de mon avance sur les faits avérés et sur le fait que mes informations et avertissements sont au bénéfice de la France et des citoyens français. Merci d'obliger au moins les protagonistes cités dans cette vidéo à dire la vérité. Nous sommes le 27 avril 2021 et ceci est mon CV. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.